De vous retrouver dans ce magazine entièrement consacré à la lutte contre l'addiction à la drogue sous toutes ses formes. C'est un effort qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale menée dans les différents secteurs, donc concernés par ce fléau en particulier. Et justement, à cet effet, nous aurons le plaisir ce matin de recevoir des invités activant dans ce domaine en particulier et qui livreront leurs expertises et leurs points de vue sur ce sujet ô combien crucial pour tous. Donc, entre autres, nous aurons l'occasion de retrouver des médecins qui nous parleront de l'incidence, justement, de la consommation des drogues sur la santé de l'individu, mais aussi les traitements disponibles, les approches thérapeutiques, notamment psychologiques, liées justement à cette addiction, à cette dépendance, à ces substances consommées en masse par notre jeunesse. Donc, nous parlerons justement de la prise en charge de cette jeunesse sur le plan psychologique, notamment la petite enfance qui se retrouve aussi face à ce risque majeur. Nous aurons le plaisir aussi de retrouver des représentants de la DGSN pour parler des dispositifs mis en place en vue de sensibiliser la population sur ce fléau, mais aussi agir en amont, à l'instar de toutes ces associations aussi qui ont proposé des solutions à leur manière, qui ont proposé des actions dans ce sens, qui ont proposé des activités à même justement de sensibiliser mais aussi d'éradiquer ce fléau. Nous aurons le plaisir donc d'avoir parmi nous des membres représentant la société civile, mais également des universitaires, des étudiants impliqués dans cette lutte qui ont aussi à leur manière contribué par des actions et des activités organisées tout récemment dont ils parleront ici même dans ce magazine aussi qui se veut justement une tentative de décortiquer ce fléau qu'est la drogue, l'accoutumance et l'addiction à ces substances illicites, mais aussi la manière de s'en sortir et surtout des propositions vraiment à même de faire bouger les choses dans ce sens. Nous aurons le plaisir donc de retrouver tous ces invités dans un instant. Le temps pour nous d'apprécier donc le récit d'Amal Laribi qui nous livre tout de suite les détails des nouvelles du ciel. C'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Oui, fraîchement, ça va. On est assortis. Oui, exact. On est dans les mêmes tons ce matin. Dans le rouge. Oui, en tout cas, le rouge, c'est le fil rouge. C'est chaleureux. Exactement. Voilà. Et le soleil aussi est chaleureux, mais il est absent de la carte un petit peu ce Il n'est matin. pas absent, mais il est timide. Absent, mais il est timide aujourd'hui. Voilà, et je pense que ça vous a fait plaisir de voir toutes ces pluies. Moi, j'adore. Moi, j'adore ce climat. Ben, nous adorons, mais les agriculteurs encore plus parce que voilà, ils seront ravis de recevoir toutes ces pluies pour cette saison en particulier qui est importante pour certaines cultures. Inch'Allah fait le khair. Voilà, Inch'Allah fait le khair pour tout le monde. Alors que nous disent les cartes aujourd'hui, Amel, s'il vous plaît? Merci Radia, bonjour à tous. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, accompagné de quelques pluies, parfois orageuses à l'ouest, au centre, et ces pluies seront localement assez marquées par endroits sur les régions de l'est. Et Météo Algérie a émis une vigilance orange hier et sera valable jusqu'à aujourd'hui midi vers les régions côtières, proches côtières également, les hauts plateaux de l'est, également une partie des régions intérieures de l'ouest et le centre sous vigilance orange, qui est des pluies parfois orageuses et aussi parfois accompagnées de grêle sur les régions de l'Est. La moitié sud connaîtra des passages nuageux, du Bécharois vers le Nord Sahara, également les oasis avec des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies l'après-midi. Souvent voilés, l'extrême sud, le Hégart Tassili, le Sahara central, également le Sahara oriental avec des foyers orageux. Là, partout ailleurs, eh bien, rien à signaler, le temps restera plutôt dégagé et à noter des souments de sable un peu partout vers les régions sahariennes, du Bécharois vers le Nord Sahara, les oasis, Tindouf, l'extrême sud, le Hégart Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental. Soyez prudents, la visibilité risque d'être très réduite. Eh bien, revenons aux températures. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait plutôt frais, avec un minimum aujourd'hui de 12 degrés du côté de Constantine, Sétif, Djelfa, 14 à Al-Beyad, 16 degrés à Batna, 18 à Tizi Ouzou, 19 à Alger, également Annaba et Tiaret, 23 degrés à Oran, 25 à Tlemcen. Au
sud, 22 degrés seulement à Biskra, 26 Béchar, 28 à Gardaya, 36 Tamanrasset, 38 à Janet, également à Drar, 35 à Tindouf, 40 degrés à Insalah, 44 le maximum, Ilizi, Bordjbedji Mourtal et Ingzen. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest, les vents seront variables, 30 à 40 km/h sur les côtes centre. Les vents seront de secteur est à nord-est et 20 à 30 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers le continent européen où le temps restera peu nuageux, plus exactement à Londres, Paris, Berlin également, Moscou, Kiev, Istanbul, Madrid, quelques pluies prévues à Vienne et Rome, plutôt dégagé à Lisbonne. Le mercure affichera 18 degrés à Moscou, 14 à Vienne, 21 à Londres, 22 Paris également Madrid, 20 degrés à Rome et Istanbul et enfin 25 degrés le maximum cette fois-ci à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui remercie. Passez une excellente journée, vous aussi. Excellente journée, Radia. À ceux qui ont suivi pendant le mois de Ramadan cette série qui a marqué les esprits, Dama qui traitait justement de ces fléaux dont on va parler aujourd'hui justement dans notre magazine entièrement consacré à la lutte contre l'addiction à la drogue sous toutes ses formes. Donc ce feuilleton a traité ce thème de manière poignante et qui a marqué les esprits. D'ailleurs, c'est encore en cours, c'est un feuilleton qui décroche des prix actuellement à l'international. On est ravis justement de vous faire revivre ces moments. Donc j'imagine que vous avez été suivis assidûment les différentes étapes de cette série. Aujourd'hui, on rappelle un peu la chanson générique de Dama tout de suite. Elle est signée Bilal Itim. Stop à la drogue, c'est vraiment le slogan qu'on va hisser très fort ce matin dans le cadre de notre magazine avec des invités qui vont nous apporter leur expertise, leur point de vue, leur témoignage par rapport à ce fléau qui ronge de plus en plus la société. Donc aujourd'hui, nous avons plaisir d'ouvrir le bal quelque part avec Aïda, donc une habituée de l'équipe. Bonjour. Bonjour, Radia. Aïda Mchili est psychologue, elle va nous parler justement de l'incidence de la consommation des drogues dans les milieux scolaires notamment. Tout à fait, entre parenthèses. Oui, voilà. entre autres, et aussi le rôle des parents et de l'école. Absolument, dans la sensibilisation. Absolument. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir le regard de tous ceux qui veillent au quotidien, donc les policiers, à travers la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, et représentée aujourd'hui par Madame Commissaire Igerb Djezia. On est ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes commissaire de police au service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Donc vous êtes vraiment bien placé pour nous parler de ce fléau, pour nous parler un petit peu de la réalité sur le terrain. Bienvenue. Merci à vous. Voilà. On va commencer, si vous le permettez, avec Aïda qui va nous donner un petit peu quelques repères par rapport à ces enfants qui sont sous la menace de ces prédateurs, je dirais. Tout à fait, ces prédateurs qui ciblent l'école aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux. On en parle de plus en plus. On clarifie un tout petit peu tout ce qui était tabou, interdit, non dit. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le partager facilement. On peut parler de ces produits, de ces situations difficiles de nos enfants et puis surtout de nos adolescents. Parce que vous savez, un enfant petit, il est là, il prend probablement les choses comme un jeu dans l'échange. Mais un adolescent, c'est beaucoup plus sérieux. Un adolescent, c'est d'abord parce que c'est un moment crucial, c'est des moments de crise, c'est des moments où l'enfant, il est dans l'échange, il est dans cette dynamique avec l'adulte, avec les gens qui l'entourent, mais aussi parce qu'il est très vulnérable, très fragile, il est très sensible par rapport à l'image de l'autre.
juste par rapport à ses habits. On peut vraiment citer plusieurs situations. L'enfant, il y a une situation qui a été dépeinte par le feuilleton dont on parlait tout à l'heure. On a vu Dama qui a un petit peu décortiqué une situation familiale, donc une famille vraiment qui est un petit peu menacée par des petites dissidences parentales, une division, une difficulté de vie, une mal-vie, je dirais. Et puis on voit justement l'implication de ces enfants dans ces réseaux. C'est un exemple qui illustre justement cette manière d'attirer les enfants. Absolument, mais c'était aussi des situations réelles. Hein. C'est vraiment inspiré de situations réelles là où on a rencontré des signalements autour de ces enfants. Aujourd'hui, je parle un peu aussi du numéro vert 1111 dans lequel on reçoit aussi les appels de ces adolescents en difficulté, là où ils sont victimes de ces réseaux, victimes de ces adultes qui les utilisent justement pour vraiment ils les utilisent pour leur intérêt, mais aussi les utilisent comme consommateurs et puis comme des personnes vulnérables, fragiles qui peuvent les suivre. Vous savez, un adolescent, il peut ramener de l'argent par le vol, par l'échange, il a la force de transgresser les règles, pas comme l'adulte qui a les limites. Un adulte, il a toujours l'échange des limites, il a toujours un cadre social qui le contient. Un enfant, il ne sait pas repérer le danger. Il est dans le mimétisme encore, il est dans le mimétisme. Absolument. Il essaye de suivre un peu les grands, il essaye de se donner une allure d'adulte. Mais aussi parce qu'il ne sait pas identifier les dangers, il ne sait pas se projeter dans le futur, il ne sait pas construire, imaginer les risques et les séquelles de ses actes. Il est là à se projeter comme un adulte, il est fort, il sait faire, et puis cette tentative de prendre le risque, pour lui, c'est une force, une autonomie, une manière de s'affirmer face à ses parents, une manière de suivre le clan, et puis surtout c'est un leadership ou quelqu'un qui peut vraiment attirer leur attention. Et puis vous savez très bien que les prédateurs, ils sont juste au seuil de ces groupes. Ils cherchent un peu les personnes vulnérables, fragiles, dans leur estime, et c'est à partir de là qu'ils commencent à tisser les liens. Avant, on parlait plus de garçons. Aujourd'hui, on peut recevoir des signalements autour de ces filles qui commencent à consommer, ou des filles on va justement poser la question au commissaire Jazia Higuel, ici présente, par rapport à ce fléau qui touche de plus en plus la jeune génération. C'est-à-dire qu'avant, il y a 30 ans en arrière, on parlait de consommateurs adultes essentiellement. Aujourd'hui, ça touche l'école. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'ampleur des dégâts dans ce sens? L'ampleur, le phénomène, il a pris de l'ampleur vraiment grave dans ce fléau. On trouve que aussi, à part les adultes, il y a aussi, ça touche les enfants aussi. D'après les statistiques, on a enregistré plusieurs cas d'adolescents féminins et masculins. Oui. Consommateurs ou dealers? Consommateurs. D'accord. Consommateurs. Mais souvent, ça commence par la consommation et puis après, ils sont entraînés petit à petit dans ce réseau qui finit par en faire des leaders et des transporteurs de cette substance illicite dans les milieux scolaires. Parce que c'est vrai que le dealer externe ne peut pas intégrer le milieu scolaire. En revanche, ses élèves sont ses relais. Oui, en recommandation par le haut commandement, on nous a instruit de sécuriser l'environnement de l'école scolaire. D'ailleurs, on est en contact permanent avec les directeurs et les enseignants en cas de dénonciation. Très bien. On suit les élèves de l'extérieur. Voilà. Et dans le cadre de cette campagne nationale, commissaire Higuel, vous avez mis un dispositif de sensibilisation en amont par rapport à ce fléau, dans les milieux scolaires notamment. La sensibilisation, c'est durant toute l'année. On fait des programmes de sensibilisation au niveau des écoles, écoles des CEM, des universités. C'est durant toute l'année, par des conférences, par des portes ouvertes,
pour lutter et dénoncer la gravité de l'utilisation et l'usage de stupéfiants. Ça nous donne l'occasion justement aujourd'hui de rappeler qu'il y a un dispositif et aussi un numéro vert destiné à alerter, dénoncer de façon anonyme, anonyme. Donc, c'est le 1548. Le 1548, donc sert justement à cet objectif. Exactement. Très bien. Donc on retourne à notre psychologue, Aïda Mecheri, pour parler justement du rôle. On vient de dire qu'il y a des campagnes qui sont organisées au sein de l'école. L'école, dans son fonctionnement, est-ce qu'elle doit justement, dès le départ de l'année, commencer à sensibiliser par rapport à ce fléau ? Moi, je crois que sensibiliser d'abord les professionnels, aussi les impliquer dans cette responsabilité, ça devient un peu notre rôle à nous, professionnels qui les entourent. Parce qu'il faut détecter, en fin de compte. Vous savez, un enfant consommateur, il sait comment se protéger ou s'éloigner un tout petit peu de tout ce qui peut trahir un peu ses actes. Et c'est à nous, adultes, de faire très attention par rapport à ces situations de violence, situations de décrochage scolaire, situations de conflit, là où il est bagarreur, il se disqualifie, il vit mal un tout petit peu ses émotions. Dans les moments de fragilité, ce sont ces petits symptômes qui vont nous aider pour mieux voir de près et puis gagner sa confiance pour qu'il puisse ne serait-ce que présenter les situations où un tout petit peu ses copains qui sont en train de nuire ou qui l'attirent, ne serait-ce que dans ce milieu. Et c'est à nous maintenant sensibiliser un peu tous les professionnels, qu'ils soient médecins ou professionnels éducateurs, les enseignants, pour qu'ils puissent vraiment palper ces situations et puis inviter les parents à voir l'enfant à l'extérieur de leur cocon familial. Parce que vous savez, on a une fragilité, nos enfants, ils sont les meilleurs, et puis ils sont très intelligents, ils savent nous brouiller les pistes, ils savent pour ne pas nous déranger, mais aussi certains enfants sont très manipulateurs. Manipulateurs, et puis ils ont probablement peur des conséquences, et puis de tout ce qui peut être punition, et puis des interdits. Les enfants, je crois que ça nous revient de responsabilité, en tant que parents aussi, d'écouter un peu ces professionnels, d'échanger, de construire ce réseau dans lequel on peut vraiment accompagner nos enfants et puis être très attentifs. Instaurer un rapport de confiance quelque part. Absolument. Pour la simple raison que, vous savez, nous, on a comme l'impression que ça n'arrivera jamais à nos enfants. C'est vraiment pas chez nous, pas pour nos enfants. Ils sont bien éduqués, ils sont là. On a du mal à comprendre pourquoi un enfant qui a tous les données. Aujourd'hui, si vous avez apporté un exemple, là où il y a détresse familiale, là où il y a des problèmes, là où il y a vraiment les prédateurs qui sont là pour le basculer dans ce milieu, moi je dirais que ce sont des facteurs très parlants qui peuvent nous clarifier des situations, mais aussi on peut retrouver des enfants qui sont brillants, très intelligents, issus de familles nanties, absolument, qui sont aisés, d'une famille aisée, qu'on peut retrouver vraiment des enfants qui sont bien équilibrés, très intelligents aussi, une bonne estime de soi, mais voilà que dans l'échange, juste cette manière, un déclic, on ne sait pas comment ça arrive dans ces échanges d'adolescents. C'est pour ça que moi je trouve que c'est important de revenir à cette qualité d'écoute. L'écoute, c'est vraiment les voir, écouter leurs symptômes avec cœur, mais aussi l'écoute dans l'échange et puis voir comment ils sont en train de juger, de parler, de se projeter dans tout ce qui peut être risque. Et puis comment ils peuvent le dessiner, comment ils peuvent le chanter, comment on peut vraiment... Cette partie sensibilisation, ce n'est pas à nous de sensibiliser, de dire les paroles, mais probablement les impliquer à prendre cette parole et puis à guider leurs collègues, leurs amis, les gens qui les entourent pour qu'ils puissent être comme des référents ou comme des bons exemples, disons, qui vont les aider à éviter justement ces risques. Commissaire Egarb, donc quand il s'agit d'adultes, les choses sont plus ou moins
facile à aborder, mais lorsqu'il s'agit d'adolescents, lorsqu'il s'agit d'enfants, on vient de le dire, c'est une frange de la société qui est très fragile. Très fragile. J'imagine que dans vos formations, en tant qu'élément de la DGSN, donc il y a cet aspect psychologique qui est pris en charge, voilà, parce qu'on traite ces adolescents non pas comme des délinquants, mais comme plutôt des victimes, j'imagine. Voilà. Alors justement, elle a parlé de peur tout à l'heure. Ils savent que c'est un danger, ils savent que c'est pas bon, mais ils vont dans cette voie. Une fois qu'ils sont dans cette voie et lorsqu'ils touchent à quelque chose qui relève du délit, est-ce qu'on peut connaître un petit peu les incidences d'un tel acte? Quels sont comment est-ce que vous vous comportez face à ces situations? Quand il y a des mineurs face à vous, qu'est-ce qui les attend après ça? Après consommation ou deal? Bon, nous, on a un volet... oui. Préventif, probablement. Préventif, voilà. Tout à fait. Préventif, l'enfant mineur, bon, il est toujours en présence de ses parents. Déjà, voilà. Nous, on oriente le parent vers des médecins spécialisés dans la toxicomanie pour le suivi et voilà. C'est tout ce qu'on a. Mais sinon, par ailleurs, si le parent il détecte que son enfant est toxicomane ou prend des stupéfiants, quand il se présente à nous pour déposer plainte, là, il y aura un suivi juridique. Oui. Il y aura des enquêtes, il y aura des poursuites. Oui, par rapport à des dealers qui sont dans l'environnement de cet enfant. Mais sinon, mais si le parent ne se présente pas, on oriente le parent vers des médecins spécialisés dans ce domaine. Au moins pour un bon accompagnement, un sevrage, un traitement adéquat, etc. Donc pour la protection en fait de ces dates. Parce qu'ils sont dans une phase où il faut les protéger. Exactement. Voilà, vous parliez tout à l'heure justement de dispositifs d'assainissement, d'un environnement autour du milieu scolaire. C'est déjà un bon dispositif en faveur de leur protection. Mais sinon, dans le cadre de cette campagne, qu'est-ce que la DGSN a prévu donc, cette année, en 2023? Et quels sont les chiffres parlants par rapport à cette consommation? Bon, à cet égard, un plan d'action a été élaboré par la Direction générale de la Sûreté nationale, s'articulant sur deux approches incontournables relatives aux demandes préventives et répressives dans le processus de la lutte contre le phénomène, visant la politique prônée par le gouvernement. Donc, du côté répressif, on a recensé durant l'année 2022 le traitement de 85 538 affaires liées au trafic et à l'usage illicite de stupéfiants et à de substances psychotropes ayant conduit à l'arrestation de 97 863 personnes. C'est énorme quand même. Exactement. C'est très important comme chiffre. Quant à la quantité de drogue saisie par les services de la Sûreté nationale, on trouve 5 tonnes et 35 kg de résine de cannabis, 25 kg et 659 de cocaïne, aussi 8 kg et demi d'héroïne, 7 207 760 comprimés psychotropes de drogue, de synthèse et autres ayant de propriétés psychotropes, dans des médicaments psychoactifs tels que la prégabaline et le tramadol. D'accord, des substances quand même qui sont néfastes. Par ailleurs, on a enregistré durant les 4 premiers mois de l'année en cours près de 443 004 affaires traitées. D'accord, très bien. Voilà, parmi ces affaires, justement, il y a des affaires qui sont relatives à des personnes qui sont très influentes.
notamment celle d'une influenceuse tout récemment appréhendée pour un trafic de cocaïne, de drogue dure, ce qui n'est pas simple. Oui. Effectivement, toute une famille qui est impliquée dans ce trafic illicite. Donc ça choque, en sachant pertinemment que c'est un outil qui est à la portée de tous maintenant. Donc on est tous connectés, les enfants et les adolescents ne sont pas à l'abri de ces influenceurs qui les mènent vraiment dans de mauvaises voies. Oui, qui les entraînent un petit peu dans de mauvaises voies. En tout cas, la mauvaise influence, elle est petit peu partout. Est-ce qu'on peut définir un petit peu la frange sociale, justement, qui est le plus touchée? Est-ce que ce sont les quartiers populaires qui sont le plus touchés ou est-ce que tous les quartiers dans les grandes villes qui sont atteints par ce fléau? On va dire que tous les quartiers. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une certaine catégorie de tranches entre les riches et les pauvres. C'est toute tranche d'âge et toute tranche, tous les quartiers populaires. Oui. Est-ce qu'il y a un cas qui vous a particulièrement touché, vous, en tant que femme, justement, dans ce métier qui n'est pas facile, qui est difficile, parce que vous êtes face à des êtres humains vulnérables, fragiles parfois. Donc, est-ce qu'il y a un cas en particulier qui vous a ému un jour? On est certes des femmes en pratique, on fait notre fonction, mais au fond, on n'aimerait pas voir des cas des jeunes qui sont en train de se tuer. Oui, parfois ça entraîne la mort, c'est ça qui n'est pas facile. Donc quand vous arrivez, face à un cas d'overdose, un jeune qui peut être brillant, très aimé par ses parents et qui perd la vie, ça c'est vraiment l'extrême qu'on peut... J'imagine que c'est un peu difficile pour vous tous. En tout cas, on est ravis de vous recevoir ce matin et de savoir que vous êtes tout au long de l'année impliqués dans cette lutte, tout au long de l'année impliqués dans la sensibilisation contre ce fléau qui guette notre jeunesse. Et justement, cette jeunesse qui a besoin de repères. Absolument. Le premier repère, c'est la famille, le noyau familial. Absolument. Donc, qui a un rôle à jouer en plus de l'école. En plus de l'école, et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à toutes ces activités extrascolaires pour vraiment remplir ce vide, pour enrichir un peu leur qualité de temps, les inviter à exploiter, à comprendre et à s'inscrire dans leur activité, dans l'épanouissement qui peut vraiment remplir justement une partie de leur épanouissement, dans tout ce qui est richesse, que ce soit dans les arts, dans l'activité physique, le sport, dans l'échange aussi, tout ce qui est voyage, découverte, des ateliers, d'échanges. C'est la seule manière pour pouvoir vraiment palper et puis cadrer nos enfants qui ont une force extraordinaire. Aujourd'hui, on n'a plus les enfants comme ça qui se limitent juste à leur territoire, école et famille. Aujourd'hui, la tentation est très forte. Oui, il y a les réseaux, il y a l'Internet, il y a l'échange des amis, des copains. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. Il y a une parole aussi très dure et puis une parole très disqualifiante. Si tu ne fais pas comme moi, tu n'es pas un homme, tu n'es pas fort, tu ne sais pas faire. Il y a quelque chose aussi dans l'échange et cette force je dirais, les générations qui se bousculent, qui font que, voilà, un enfant vulnérable, il peut vraiment prendre le risque juste pour prouver qu'il est là, pour prouver qu'il a de l'argent, qu'il peut échanger avec l'autre. Et puis on retrouve des filles, des garçons, aujourd'hui, là où leur comportement peut nuire à leur équilibre, peut nuire à leur stabilité. Et puis les parents, moi je dirais qu'ils sont désarmés face à ces situations. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester juste dans ce volet préventif avant de vraiment vivre ces situations de crise et de détresse. Vous vouliez des exemples, mais vous savez, les mamans qui pleurent et ces situations de détresse dans les téléphones, dans les appels, ils cherchent les solutions. Mais si aujourd'hui on n'a pas des adresses fixes de ces addictologues
qui sont là, qui veuillent à accompagner et puis à proposer des protocoles de soins, on n'y arrivera jamais à réparer. On est là juste à observer, écouter et puis échanger avec les autres. Mais je crois que notre force est de pouvoir inviter ces familles, parce que c'est une histoire familiale aussi, ces adultes à vraiment dénoncer d'abord. C'est notre affaire à tous, et puis de guider vers une réparation qui est vers ces addictologues qui se retrouvent dans les centres. Aujourd'hui, il y a les centres des CISA, là où ils peuvent vraiment accompagner les enfants. C'est des centres intermédiaires pour le soin d'addictologie. Nous en parlerons justement dans le cadre de cette émission. Nous aurons à décortiquer avec justement des médecins aujourd'hui ces raisons qui peuvent amener à une consommation, à une dépendance aux drogues dans un instant. Mais j'ai senti que le docteur, voilà, c'est lapsus révélateur. Voilà, c'est le commissaire Rigueur ici présente voulait ajouter une idée lorsque vous parliez. Elle avait l'air d'acquiescer donc, et d'être d'accord avec ce que vous dites, n'est-ce pas? Non, c'est l'accompagnement des parents pour la protection de leurs enfants. Il faut être à jour, il faut être... Voilà, c'est ce que vous faites présent, en tant que... Présent tout le temps. Voilà, il faut surveiller son enfant. Vous leur recommandez d'être vigilant, d'être présent, de connaître l'environnement de leur enfant. Et c'est pour ça que quand vous les recevez, j'imagine que toute l'attention est portée sur le parent. Sur le parent, voilà. Plus que l'enfant. Plus que l'enfant. Donc, dans ce dispositif de sensibilisation, quels sont les secteurs que vous avez ciblés par rapport à la campagne des GSN? Les secteurs, concernant le volet de la prévention, la DGSN contribue activement aux différentes campagnes de sensibilisation en collaboration avec tous les secteurs concernés, y compris les organisations représentant les sociétés civiles. Aussi s'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la drogue, un plan d'action renferme une série de mesures préventives prises de concert avec d'autres partenaires qui œuvrent dans ce champ, se traduisant par la consolidation et la promotion des activités de police de proximité en vue d'instaurer des canaux de communication et d'être davantage à l'écoute du citoyen. Le parrainage par la Direction générale de la Sûreté nationale d'activité. Oui, en fait, c'est vrai que les éléments de la DGSN ont reçu une formation très spécialisée, spécialisée dans ce sens. C'est-à-dire qu'on n'a plus que ce policier qui est là pour intervenir sur le terrain juste de manière systématique. Et le policier aujourd'hui est armé psychologiquement, il est formé de manière à connaître en profondeur la société. C'est juste ce que je dis, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. Donc cette formation vous permet justement d'être vigilant avec la jeune enfance ou alors l'adolescence et avoir les outils. Savoir communiquer avec le jeune, voilà. Ou alors aussi éliminer la détresse ou le stress des parents qui viennent se présenter avec leur enfant. J'imagine que tout ça, ce sont des outils et des acquis pour justement une prise en charge de cette adolescence une fois qu'elle a dépassé ou franchi le seuil justement qui mène vers la délinquance. Et c'est pour ça que j'ai envie d'ajouter par rapport à étant donné qu'on parle du milieu scolaire, à ces institutions impliquées, la formule des UDS, les UDS, l'unité de dépistage scolaire. Là, on peut retrouver des médecins, des psychologues aussi, au seuil de l'école, ça veut dire à l'intérieur. Je crois qu'aujourd'hui, renforcer un tout petit peu cette partie, je crois que ça va aider à repérer les enfants au niveau des classes, mais aussi les prendre en charge de l'intérieur de l'école. Ça, c'est vraiment un autre appui qui vient justement pour ajouter un tout petit peu la richesse à ces plans d'action qui travaillent
énormément, mais aussi la prise en charge, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'implique tous. J'imagine, voilà, c'est l'affaire de tous et nul n'est à l'abri d'un membre de la famille qui soit sujet à une addiction à la drogue. C'est vrai que ça peut toucher tout le monde. Merci beaucoup, Aïda Mecheri. Vos recommandations ont bien été enregistrées et j'espère qu'elles trouveront écho auprès des instances justement concernées par ce fléau et les représentants de ces instances qui nous suivent ce matin. En tout cas, merci infiniment. Merci à tous ceux qui sont avec nous et merci au commissaire Igerve Djezia, commissaire de police au service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Voilà, merci infiniment pour cet éclairage. Voilà, bon baptême, je dirais, pour cette première télé. Ce n'est pas évident, on le sait. Merci. C'est stressant, la télévision, on le sait. Mais quand même, vous avez rempli cette mission et je pense que la prochaine sera encore meilleure. En tout cas, merci infiniment. Et on a été ravis de vous recevoir. Bravo. À travers vous, on salue vraiment tous les éléments de la DGSN déployés dans nos rues, dans nos environnements respectifs qui vraiment veillent à nous protéger et à protéger notre enfance. Merci infiniment. Donc tout de suite, justement, on va voir un petit peu la contribution des artistes, tout de suite à travers une chanson qui illustre l'implication de certains artistes qui ne sont pas, indifférents à ce fléau qui touche la société, entre autres Mohamed Massouni dans cette belle interprétation. على بالي راكب هوا
continuité de ce slogan, nous allons parler à présent avec des invités qui viennent me rejoindre des raisons qui peuvent amener à une addiction quelconque à la drogue et aussi aux différentes manières, aux approches aussi thérapeutiques permettant justement d'éradiquer ce fléau, mais aussi les actions qui travaillent et qui œuvrent en amont à la sensibilisation et à mettre au point un dispositif protecteur de la société. C'est à travers la société civile qu'on voit ce type d'action et de dispositifs mis en place. Alors, on est ravis aujourd'hui, on va commencer par les dames, de recevoir donc Amira Boutaïba, ici présente, manager de formation et de développement au sein d'une fondation, Algeria United Foundation en l'occurrence, née il y a 2 ans, et donc voilà, qui travaille et qui œuvre pour l'amélioration de l'environnement des jeunes, des jeunes et des moins jeunes, n'est-ce pas? Exactement. Donc voilà. déjà, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on est là pour présenter un de nos projets qui impacte directement le futur des ados et qui les aide pour... C'est un palliatif qui aidera justement à éradiquer l'oisiveté. Mère Davis, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je m'adresse à Mohamed Chouki Boudjelal, ici présent, qui est membre de l'association Rose de l'Espoir de Blida. Bonjour madame, toujours un plaisir d'être parmi vous. Et merci pour l'invitation. Oui, je représente l'association Les Roses de l'Espoir de Blida. On travaille aussi dans le même concept que la fondation dont je fais partie également, avec les adolescents et les enfants pour justement éviter toutes sortes de débauches. Voilà, de céder à la délinquance, empêcher justement cet enfant ou cet adolescent qui est en proie à l'oisiveté de dévier d'une manière quelconque. En tout cas, les déviations, l'addiction, entre autres, il en connaît un bout. Il s'agit du docteur Amir Heraoui, ici présent, donc qui représente le centre intermédiaire de soins en addictologie, celui de Foucault en l'occurrence. Donc, vous venez de la wilaya de Tipaza, ça nous permet aussi d'avoir un autre son de cloche et de parler un peu de la prise en charge psychologique ou thérapeutique de ces jeunes qui sont en proie à l'addiction. Alors, je vous remercie pour votre invitation. Donc, nous, au centre intermédiaire de soins en addictologie, c'est notre travail de routine, c'est ce qu'on reçoit principalement, c'est on va dire, des addicts, d'autres moins addicts, de simples consommateurs qui ont des troubles de l'usage par rapport aux substances. On peut recevoir aussi des addictions sans substance, des addictions comportementales. Donc, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, exactement. Très bien. En tout cas, c'est avec vous qu'on ouvre cette séquence dans la mesure où vous êtes bien placé pour nous donner un petit peu des indications relatives à ces raisons qui peuvent amener un jeune à une quelconque addiction, à la consommation tout simplement de psychotropes ou de drogue. Alors, par rapport à l'addiction, elle a été classée comme maladie chronique. Donc, quand on parle de maladie, il y a des facteurs de vulnérabilité, d'autres facteurs de protection. Donc, après, ça peut être l'environnement, que ce soit familial, social, le quartier, la disponibilité des produits. Après, par rapport à la personnalité aussi du sujet. Donc, renforcer l'estime de soi, être inséré socialement, participer dans des actions communautaires ou associatives, notamment faire partie de clubs sportifs ou d'associations même culturelles, musicales ou autres. Ça permet au sujet justement de se protéger de ce fléau. Donc, après, par rapport aux facteurs de vulnérabilité, donc c'est toujours les mêmes facteurs, mais tout dépend des données. Donc voilà, tout dépend de l'environnement, tout dépend du vécu, tout dépend de la personnalité. Qui peut être positif ou négatif. D'accord, très bien. Une fois que vous recevez donc ces personnes en détresse, en général, elles arrivent, elles sont un petit peu perdues, elles se posent beaucoup de questions. Comment se passe la prise en charge ?
quelles sont les étapes, du moins, de cette prise en charge, depuis l'arrivée jusqu'au sevrage? En tant que praticien de santé, donc, on offre une prestation de soins. Donc, avant cela, il y a une demande de soins qui peut être formulée par le patient lui-même, le sujet, ou par les parents. Donc, il y a des parents qui ont des difficultés à amener le sujet directement au centre, donc ils peuvent se présenter en premier pour avoir quelques outils, quelques informations. Pour voir si c'est safe, s'ils peuvent ramener... À travers des séances de guidance parentale pour établir déjà un lien de contact, un circuit de communication qui va leur permettre justement d'attirer le sujet vers nous. Oui. Après, il y a des sujets qui se présentent au niveau du centre pour le sevrage notamment. Après, ils sont directement accueillis au niveau de l'accueil, puis dirigés vers un infirmier qui va faire le premier entretien d'évaluation. Donc, ça va nous permettre d'avoir une idée globale sur la personnalité, la situation, la gravité ou la sévérité du problème, du moment que ça en est un. Après, il est directement orienté vers un médecin référent. Et après, des entretiens, même des séances de psychothérapie. Donc, c'est toute l'équipe soignante composée d'infirmiers, de psychologues et de médecins addictologues qui va accompagner le patient dans sa cure de sevrage et de... Très bien. Donc, ces personnes qui parviennent jusqu'au centre sont en général de quelle tranche d'âge? Quelle est la tranche la plus touchée? Moi, j'aimerais savoir. Alors, la tranche la plus touchée, c'est les plus jeunes, donc de 16 jusqu'à 30 ans. D'accord. Donc, c'est la tranche d'âge la plus touchée. Après, par rapport au profil social, on a remarqué les dernières années que même le profil social, il a changé. Donc, il n'y a pas un profil qui a été épargné. Donc, on peut recevoir des étudiants, des travailleurs, des chômeurs, des insérés, moins insérés. Donc, c'est pas dédié uniquement à une... Tout le monde est touché actuellement. À une tranche de la société, exactement. Vous êtes des équipes pluridisciplinaires, mais vous travaillez aussi en étroite collaboration avec le mouvement associatif, notamment. Donc, il y a eu des collaborations, entre autres, avec l'association Espoir de Rose d'Espoir. Rose de l'espoir. C'est Rose de l'espoir. Les Roses de l'espoir. Voilà, les Roses de l'espoir. C'est une aide indirecte, on peut dire, parce que... Vous-même, vous êtes médecin, donc... oui, c'est un confrère et un ami. Oui. Donc, j'imagine un petit peu au sein de votre équipe ou de votre, justement, association, parmi ses membres, j'imagine que vous apportez toujours un éclairage par rapport aux actions à entreprendre, non? Bien sûr, c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour nous, comme mon ami vient de dire, on essaie d'encadrer ces jeunes, ces adolescents, pour justement les guider. Parce que on focalise sur les jeunes où il y a un manque d'encadrement. Il n'y a pas de parents, les orphelins, les cas sociaux, justement. C'est des familles où ils vivent dans des conditions vraiment difficiles, dans des quartiers populaires, même des gens dans des conditions précaires, où on doit se mobiliser pour les aider, pour les encadrer. On essaie de les intégrer avec nous dans l'associatif, c'est-à-dire dans les mouvements, dans les actions qu'on fait, dans les aides pour les familles. Quand ils voient qu'ils peuvent aider d'autres gens comme eux, ils peuvent sentir qu'ils ont un certain plus pour la société. Ils sentent qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent apporter. C'est ce qu'on essaye de faire, oui. C'est ce que vous essayez de faire. Vous avez eu écho de cette campagne nationale qui est menée dans les différents secteurs. Quelle a été votre réaction face à cette initiative nouvelle? C'est une très bonne initiative. C'est-à-dire, je vois qu'il y a une intention politique pour ça. Et c'est ce qu'on aimerait que ça continue et ça se développe encore. Oui, il est vrai que vos recommandations en tant que mouvement associatif conduisent à des changements, n'est-ce pas, docteur? Elles peuvent conduire à des changements, à des prises de décision par rapport... Des prises de conscience, des prises de décision, se sentir utiles, comme il a dit,
c'est le fait d'apporter ce plus, de se sentir utile, de contribuer dans la société. Ça renforce également son estime de soi, sa confiance. Ça permet d'établir un projet de vie parce que notre principal objectif, c'est le projet de vie. Voilà. Parce qu'un projet thérapeutique réussi, c'est un projet de vie réussi. Et en parlant justement de projet de vie, on a une personne qui vraiment œuvre dans ce sens à travers son association, bien sûr. Il s'agit de tout un groupe de personnes qui sont impliquées dans cette phase en particulier d'offrir des horizons aux jeunes, n'est-ce pas? Vous le disiez tout à l'heure si bien. C'est exactement ça et je garde ce qu'ils ont déjà dit. Donc l'objectif, c'est de créer l'environnement sain. Déjà de leur présenter un environnement sain et de créer l'opportunité pour créer un meilleur futur, pour voir d'autres horizons, comme vous l'avez déjà dit. Donc notre projet WETBA, c'est un programme de 3 mois où on touche les compétences personnelles et après les compétences techniques ou digitales Et après, il y a un mois concentré où on se concentre sur leur projet, leur propre projet. On fait une simulation et un premier lancement pour voir le projet si ça marche ou pas et on les guide tout au long du programme. Voilà, vous leur offrez un petit peu les conditions d'un WETBA, vous offrez les conditions nécessaires à une réflexion constructive, à une réflexion qui peut amener à l'édification d'un projet quelconque, aussi petit qu'il soit. Des fois, quand on dit projet, ça semble grand, mais des fois, c'est un petit projet, mais qui va apporter tout le réconfort à la personne et toute la confiance en elle. Exactement. Et la nouvelle génération, la tranche d'âge qu'on touche, c'est 15 ans, 19 ans. Donc cette génération, elle est exposée et elle consomme le contenu digital. Donc ils ont déjà une orientation vers le digital. Donc déjà les amener à faire des projets et utiliser le digital comme un moyen pour créer un futur, c'est ce qu'on offre. Très bien. Et on les aide à faire ça et on les suit pour exécuter leur projet. Comment procède Algeria United Foundation pour justement avoir ce nombre de participants à ces formations ponctuelles? Donc déjà on a deux moyens. Donc le premier moyen, c'est qu'on a une page. On est très présent aux réseaux sociaux, donc on a une communauté où on peut partager tous nos projets et nos programmes. Donc il y a déjà une présence, et il y a on accueille pas mal de... C'est une sorte de plateforme qui vous permet comme ça d'avoir de la visibilité chez tout le monde. Exactement. Plus on se déplace au centre de formation où il y a les zones, où il y a les quartiers populaires justement, et même les gens qui vivent dans des conditions un peu critiques, on va dire. D'accord, donc vous avez ciblé des quartiers comme ça qui présentent une certaine précarité. Vous avez inséré ces jeunes dans ces cycles de formation et vous avez donc au final vous avez obtenu quelques projets. Pour le moment, on est dans la phase de compétences techniques ou digitales. Donc, d'ici juillet, on va avoir des projets. Et j'en suis sûre qu'on trouve déjà, pour un début, il y a un changement très positif. Parce qu'on a déjà touché le côté personnel. Donc, déjà travailler sur la confiance en soi, sur... pouvoir présenter quelque chose, des idées, leurs propres idées. Donc déjà, on voit l'impact de ce projet. Quelle est la meilleure approche justement pour se séparer de cette addiction, de cette dépendance à ces substances? La meilleure approche, c'est cette prise de conscience justement, ce changement de perspective, cet entrepreneuriat, entreprendre, que ce soit un projet de vie ou un projet personnel, et se diriger vers les spécialistes qui sont formés pour accompagner justement
pour faciliter notamment le sevrage et la cure. Je dis bien faciliter parce que notre rôle, c'est d'accompagner ces sujets, d'essayer d'exploiter leurs points forts, d'essayer de renforcer leurs points faibles. Après, il y a des sujets, des patients où on est étonné par leurs compétences, on va le dire. On remarque du moment qu'il y a un changement, il y a un entrepreneuriat, il y a un projet qui se construit, il y a cette volonté de... Parce que justement, quand on parle d'addiction aux substances, un consommateur, il a tendance à tout faire pour se procurer cette substance. Donc s'il arrive à changer de perspective, donc il a tendance à toujours avoir ce qu'il veut. Il peut parcourir des kilomètres pour l'avoir, il peut faire beaucoup de choses pour l'avoir. Donc s'il change de perspective et qu'il a un projet en vue... il va transférer toute cette énergie sur un projet constructif. Transférer cette énergie, cette obsession, on va dire, qui va se positiviser. Voilà. Oui, c'est excellent. Mais justement, pour y arriver, il faut peut-être d'abord décortiquer cette addiction et voir l'élément qui relie justement cet élément ou cet individu à cette consommation en particulier, parce qu'on est addict, il y a un élément déclencheur, et donc j'imagine que vous essayez de trouver cet élément déclencheur d'abord. Alors, c'est tout le rituel de consommation, donc c'est par rapport le craving qui est déclenché par rapport aux situations à risque, on va dire, par rapport à la consommation, donc c'est le milieu où on a l'habitude de consommer, où on a l'habitude d'acheter ou de se procurer ces substances. Après, quand on parle, le sevrage, il est réalisé, mais les facteurs de risque, comme vous l'avez dit, c'est surtout dans les rechutes. Qu'est-ce qui fait qu'il rechute? Donc, c'est d'établir ce système d'alarme, on va dire, pour essayer d'éviter les rechutes, d'aider le patient à se comprendre lui-même, de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il a rechuté et de ne plus retomber dans le même piège à chaque fois, donc ce qui va lui permettre d'avancer. Très bien. Quels sont les moteurs qui permettent justement aux jeunes d'avancer? Alors on va commencer par Witba. Dans ce dispositif, quels sont vraiment vos objectifs au fond? Donc déjà, le premier objectif, c'est de leur donner un environnement déjà sain. Un environnement où c'est positif, où ils peuvent déjà parler de leurs idées. Et après, c'est de les faire travailler, donc de les occuper. En fait, vous avez dit un truc qui est super bien, c'est qu'il faut toujours les occuper. Et le vide crée... l'oisiveté est mère des vices, on le dit bien. Exactement. Donc, vivre dans un quartier où c'est un quartier dortoir, où on ne fait rien, donc, et sortir de là et créer un environnement où il y a les idées, il y a l'exécution, il y a la pratique des choses. Donc, c'est ça comme premier objectif, c'est ça ce qu'on offre. Comme deuxième objectif, c'est de les suivre dans leurs projets et de créer leurs projets avec eux, bien sûr, mais aussi assurer sustainability, une durabilité. Je pense qu'on a des images liées aux idées que vous êtes en train d'émettre. Je ne sais pas s'il faut, si c'est accompagné de son. Alors, ces images sont-elles prêtes? Donc, on va les voir et on va revenir. شيء دار تكوين مهني ممي لا مالك داير والو عمرك ما بين 15 و 19 سنة ساكن في أحد الأحياء الشعبية هذا البرنامج لك. برنامج وتبا هو مشروع مقدم من طرف مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية موجه للشباب اللي عمره ما بين 15 و 19 سنة اللي ساكن في الأحياء الشعبية بالجزائر العاصمة. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للشباب الجزائري من خلال تمكينهم من أهم المهارات المهنية الحيوية لتساعدهم في خلق الفرص لأنفسهم من أجل حياة أفضل.
البرنامج راح يتم على عدة مراحل يكتسب فيها المشارك المهارات الشخصية والمهارات الرقمية، يتعلم فيها يبني مشروع وكيفاش يسوق له، ويتحصل على تدريب في وحدة من الشركات الجزائرية. كل هذا راح يكون في 3 أشهر تقريبا. إذا كنت من المهتمين بالبرنامج وتستوفي الشروط، ما عليك غير سجل في الاستمارة اللي راح تلقاها في المنشور مع هذا الفيديو. وإذا كنت كشركة مهتم بتمويل مشروعنا، نسعد بالإجابة على رسالتك. Et on va s'arrêter justement sur ces mécènes, ces entreprises qui jouent le jeu avec vous. Alors, est-ce que ça a été facile d'impliquer des personnes dans la construction de l'avenir de ces jeunes? En fait, il y a eu une acceptation énorme de la part des entreprises algériennes, privées et même gouvernementales. Donc, on est vraiment on est ému par rapport à cette réaction. Et il y a des mentors qui vont les suivre pour exécuter leur projet. De vrais professionnels vont être là, présents dans l'encadrement et accepter dans leur environnement ces jeunes participants au projet WETPA. Exactement. Déjà pour faire visiter les entreprises et même du mentoring durant le mois intensif. Voilà. Très bien. Et je voulais juste rajouter une chose. Donc, notre slogan de Algeria United Foundation, c'est ensemble pour construire l'individu et la société. Donc, et on se concentre ici pour l'individu, pour plus tard mesurer l'impact sur la société. Absolument. Donc, voilà. Vous essayez aussi de lutter contre l'exclusion. Vous êtes pour l'inclusion des personnes à mobilité réduite, par exemple, dans les entreprises, et vous œuvrez dans ce sens. Donc, c'est vraiment noble de la part de l'association de penser à cet avenir ou de combler certains vides. C'est ce que essaye en tout cas le mouvement associatif de faire, de pallier à tous ce manque d'information, ce manque justement d'activité ou de solutions que vous apportez. Donc, dans le cadre de votre association Blidéenne, donc parlez-nous un petit peu de Rose de l'Espoir. Tout au long de l'année, vous êtes dans ce combat, j'imagine. On est actif au cours de l'année. Déjà, on partage la même vision que Algeria United. Déjà, j'en fais partie. Je me suis adhéré à l'organisation. Ça fait quelques mois parce qu'on partage les mêmes idées, la même vision. On essaie de créer un avenir meilleur pour la jeunesse algérienne, pour les Algériens. Et c'est ce qu'on fait avec les Roses de l'Espoir. On essaie d'encadrer ces enfants, ces adolescents, créer un environnement meilleur parce que déjà, si on parle de drogue, c'est un refuge pour ces personnes-là où il y a un vide pour trouver ce refuge. C'est-à-dire on essaie de remplacer ce refuge par un refuge meilleur. D'accord. C'est le mouvement associatif, c'est la création de projets comme l'Algérie a été fait. Et aussi, on a un projet, par exemple, dans notre association qui s'appelle Moustaqbali, où on fait des campagnes dans les collèges et les lycées pour montrer des idoles pour ces enfants, parce qu'ils ne trouvent pas d'idoles dans leur quartier, dans leur environnement. On essaie de montrer des gens qui ont réussi, qui ont fait c'est-à-dire des chemins différents, pour essayer de donner un peu de choix pour ces enfants pour voir ailleurs. Voilà, dessiner un horizon, encore une fois, leur permettre d'avoir vue sur un avenir, de rêver. Se projeter. De rêver, voilà, de voir une multitude de métiers possibles qui s'ouvrent à eux et avoir justement cette pensée positive et non pas renfermée ou obscure par cette ignorance. Donc vous ouvrez un petit peu ces horizons avec ces enfants et ces adolescents, c'est bien. Et est-ce qu'il y a aussi un programme culturel, un programme sportif qui accompagne cet effort justement de les amener à oublier un peu cette oisiveté? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. On essaie de les intégrer avec nous dans nos campagnes de bénévolat, parce qu'on fait, avec notre association, on fait des campagnes de distribution de couffins dans les villages un peu éloignés, dans Aïn de Fla, par exemple dans les montagnes d'Aïn de Fla, on fait des campagnes, on fait des caravanes médicales. On essaie de les ramener avec nous pour les intégrer dans ce mouvement associatif. Ça va les aider pour... Oui, avoir une utilité, c'est avoir une valeur dans la société, c'est bien, Exactement, docteur. et de goûter justement à ce plaisir autre que celui des substances. Plaisir dans le partage, dans l'échange, dans l'action positive. L'altruisme, l'euphorie, exactement, tout même ça, de voir toute la plaisir. panoplie de possibilités qui s'offrent à eux
pour pouvoir faire face à l'oisiveté ou à gérer leur stress ou à gérer leur angoisse, c'est de proposer justement toutes les solutions possibles et imaginables autres que celles des substances. Oui, c'est vrai qu'il y a du plaisir qui est recherché à travers cette consommation de produits illicites, mais le plaisir compense celui justement d'aider l'autre, celui de vivre une situation de joie avec quelqu'un qu'on a aidé, qu'on a soutenu, avoir une utilité dans la vie parce qu'on se sent quand même inutile quand on est renfermé sur soi-même. C'est un plaisir aussi qui est authentique et durable. Donc, ce n'est pas un semblant de plaisir, parce que le plaisir recherché... Il est très éphémère, celui des substances. Très éphémère, parce que le consommateur, il va passer par plusieurs étapes. Donc, la première qui est une phase de lune de miel, on va dire, avec la substance, où il n'y a aucun problème palpable, que ce soit sur le plan psychologique, physique ou autre. Donc après, les conséquences vont se manifester sur tous les plans, que ce soit économique, sur le plan relationnel, sur le plan physique, sur le plan mental, dans la perte de la mémoire, des troubles de la concentration, jusqu'à l'échec scolaire. Donc les conséquences vont se manifester à travers le temps et il va se rendre compte qu'il a été pris au piège, on va le dire. Donc après, c'est la phase où il va essayer de s'en sortir. De s'en sortir. Exactement. C'est la prise de conscience, heureusement. Voilà, il va passer par cette phase d'ambivalence, puis la décision. Même nous, la rechute, on l'inclut dans l'éventualité du processus. Dans la cure, dans le parcours, on va dire. D'accord. Et est-ce qu'ils rechutent tous ou est-ce qu'il y a une grande part de rémission qui est constatée par les programmes que vous mettez en place? Alors, quels sont les cas de réussite et quels sont les cas d'échec? Nous, on prend le patient dans sa totalité, dans sa globalité, donc une prise en charge pluridisciplinaire. Même s'il a besoin d'un avis en psychiatrie, un avis en médecine interne, en infectieux, surtout pour les usagers de drogues injectables, les drogues dures, vu les maladies transmissibles. Donc, c'est justement qu'est-ce que j'allais dire de le prendre dans sa globalité, c'est selon ses besoins. Oui, donc c'est au cas par cas. C'est un programme adapté. C'est un programme adapté à chaque patient. Donc après tout dépend des patients. Après quand on parle de rechute, c'est pas un mois de rechute, c'est une rechute, une consommation d'un soir et vite se rendre compte de qu'est-ce qui a fait que et d'établir un système, de renforcer justement la faille qui a fait qu'il a rechuté pour ne plus retomber dans le piège. Ce n'est pas la rechute, se laisser aller de 3-6 mois. Donc c'est la petite rechute qui va lui permettre d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a un suivi continu avec les parents? Est-ce que vous êtes en contact permanent une fois que, une fois que la cure est terminée? Est-ce que vous continuez le suivi ou est-ce que vous attendez le retour de ces éléments? Alors, dans la première période, les consultations, les entretiens sont rapprochés, donc une fois par semaine, par 10 jours, puis on a tendance à espacer les rendez-vous avec la stabilité du patient. Et les parents ou certaines femmes qui ont un époux qui a des troubles de l'usage sont inclus dans la prise en charge du début jusqu'à la fin. Donc, qui les accompagnent durant leurs entretiens, toutes les consultations, ils sont là avec eux parce qu'ils sont importants. Fragiles, j'imagine. Même l'importance du soutien familial, il y a une importance. Après, nous, on voit le patient une fois par semaine, mais il vit avec sa famille, avec sa femme. Donc, c'est cet accompagnement qui va lui permettre une certaine stabilité. Oui. Donc, ils sont inclus dans le programme et leur rôle est très, très important et significatif dans la prise en charge. Voilà. Le rôle des associations est déterminant aussi parce qu'elles se déploient, elles font un travail de proximité, elles se déploient sur le terrain, elles sont au contact de cette jeunesse. C'est d'ailleurs le déclic qui vous a poussé, j'imagine,
à agir? Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé justement? Est-ce qu'il y a eu une situation dans vos vies respectives qui vous a poussé à agir, à vous intégrer dans un ensemble qui apporte quelque chose à la jeunesse? Oui, déjà par rapport à nous, c'était beaucoup plus les gens qui ont déjà vécu dans des quartiers populaires. Donc on travaille, on étudie avec ces gens-là et après on voit la délinquance petit en petit avec le temps et c'est dommage et c'est malheureux de voir des gens aussi qu'on a vécu avec et qu'on a eu des moments avec. Et c'est des gens bien qui, à la fin, sont menés à faire des choses. Qui succombent, qui succombent à la tentation, voilà, qui ont cette faiblesse. Et vous leur apportez en tout cas des solutions pratiques, Exactement. Des moyens de soutien, des moyens de renforcer un petit peu leur aptitude et des moyens de les éloigner de ces environnements un petit peu difficiles. Et qu'en est-il de vous, justement? Eh ben, c'était à peu près la même chose parce que quand on voit dans notre communauté, dans notre société, des jeunes, des adolescents, des voisins qui sont perdus, on essaie de les encadrer. Moi, j'ai une très grande croyance dans le changement. Commençons par soi-même, c'est-à-dire si on veut le changement, on doit commencer par nous-mêmes. On doit commencer à créer le changement. On n'attend pas le changement qu'il nous tombe comme ça, oui, ça vient pas du ciel. Oui, ça tombe pas du ciel. On doit essayer de créer ce changement-là avec ces actions de bénévolat, d'associatif. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est un conseil pour les parents et pour tous les spectateurs qui sont en train de nous voir, les parents de la famille qui entourent ces jeunes-là, ces adolescents. Essayer de les intégrer dans le mouvement associatif, dans les associations sportives, comme mon ami a déjà dit, comme les associations musicales aussi. Ça crée cet environnement, cet encadrement bien discipliné, bien encadré. Voilà, le sport, les loisirs aident justement à renforcer justement la force. Donner de la force et de l'impulsion à ces enfants qui sont en proie justement à toutes les tentations. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Mohamed Chawki Boudjelel. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Rose de l'Espoir de Blida, née en 2006. Vous êtes également médecin. Et puis Amira Boutaïba ici présente qui nous a parlé un petit peu du regard de tout un groupe au sein d'Algeria United Foundation. Donc une jeune fondation née en 2001 2019. 2019, voilà, en 2019. Donc vous êtes manager de formation et de développement au sein de cette institution. Et nous avons eu du plaisir à échanger avec le docteur Amir Hiraoui, ici présent, un des responsables du Centre intermédiaire des soins en addictologie de Foucault. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet, même par rapport aux actions des différents secteurs qui ont... Parce qu'il y a tous les secteurs, même par rapport au mouvement associatif, même par rapport au CISA, qui font un travail tout au long de l'année. Même nous, aussi au CISA de Foucault, à travers des sorties en milieu universitaire, scolaire, les centres de formation professionnelle, mais d'établir des semaines de sensibilisation où toutes les actions sont unifiées dans la même semaine. Ça permet justement de créer ces réseaux, de se rencontrer, mais également de renforcer l'action et de lui donner toute sa consistance et de manière récurrente, c'est ça. Voilà, c'est dans la répétition que l'information circule le mieux. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains parents redoutent d'aller vers un centre psychiatrique ou un centre justement comme le vôtre, le CISA, voilà, par ignorance. Mais en fait, il n'y a pas que des cas psychiatriques dans ces lieux. Exactement. Même il y a plus de tabou, donc les gens ont tendance à consulter plus facilement quand il s'agit de l'addiction. Après, même par ignorance, on ne savait pas où se diriger. Moi, je peux vous dire qu'après les semaines de prévention, il y a eu quand même une hausse des consultations à notre niveau. Donc, les gens ne savaient pas où aller, l'information à qui demander exactement. Donc, c'est
leur dire qu'on est là, qu'on est présent, de se diriger vers les centres spécialisés, ce qui va faciliter la prise en charge. L'accompagnement et la prise en charge en cas d'addiction. Merci infiniment. Merci à vous. En tout cas, pour cet éclairage, on a été ravis de vous recevoir également. Et puis, merci à ceux qui sont là depuis ce matin. Donc, on continue. Notre fil rouge à Canal Algérie se poursuivra tout au long de la journée, donc dans cet effort de sensibilisation et de lutte contre l'addiction à la drogue. Aujourd'hui, voilà, nous aurons plusieurs regards, plusieurs aussi points de vue par rapport à cette question cruciale pour notre société. Mais avant de recevoir mes invités suivants, je vous invite à écouter cette chanson de Milano, Moh Milano, donc, qui nous interprète Loulida Samhini. Les universitaires s'impliquent également dans cet effort de prévention, dans cet effort de protection de la jeunesse contre le fléau de la consommation de la drogue et de l'addiction à toutes ces substances illicites, donc qui circulent un petit peu partout à travers la société. Donc on a le plaisir de recevoir donc des étudiants représentant deux facultés différentes, notamment la faculté de pharmacie, à travers une association parmi les plus dynamiques. Il s'agit de la CEPA. Donc, c'est l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Bienvenue donc à Mélina Abslem, ici présente, et qui représente toute seule toute une association ce matin pour parler des efforts et de l'implication de la CEPA dans ce sens. On va réserver les idées pour un moment. Le temps de présenter donc ici présente Yasmine Rezala, secrétaire générale du Club Riders de l'USTHB, donc l'Université Ouaribou-Médienne. Donc, bienvenue. Vous êtes étudiante en géographie et aménagement du territoire. Géographie et aménagement de territoire, troisième année, bien sûr. Troisième année également pour notre ami Abdelkhalek Gamouda, ici présent, qui est vice-président du même club, le Club Riders. Oui. Alors, qui dit Riders, voilà, qui dit Riders dit une pratique sportive, il me semble. Oui, exactement. N'est-ce pas? L'activité. Voilà, c'est un club qui est né quand? En 2020. Le dernier mois de 2020, la période de Covid, quand l'université a ouvert ses portes, un étudiant qui s'appelait M. Nsardin Kouchit avait l'idée de déplacer en université avec du vélo. Mais c'est immense le STHB. Le STHB, c'est immense. Ce sont des blocs de béton. Ça fatigue un petit peu. À perte de vue. Exactement. Il a eu l'idée de déplacer avec les vélos. Alors il a contacté le service sportif afin de créer le club pour aider les étudiants à se déplacer dans l'université. Voilà, donc incluant justement des vélos, des trottinettes, des rollers et des skateboards. Donc ça peut être amusant, n'est-ce pas? C'est très amusant. C'est très amusant. Les pharmaciens ne peuvent pas se permettre ce luxe parce que la faculté de pharmacie est très exiguë. L'espace est complètement différent. Qui est une immense faculté. Oui, alors on pense à d'autres solutions au sein de la CEPA. On s'implique différemment par la voie de la sensibilisation
intramuros, n'est-ce pas? Exactement. Au fait, la CEPA est présente sur le terrain. On a plusieurs campagnes, on organise plusieurs journées de sensibilisation sur différents sujets, différentes maladies. D'ailleurs, on suit le calendrier de l'OMS pour programmer justement les campagnes qu'on organise durant tout au long du mandat, de l'année. Voilà. Et aussi, on est présent aussi, on fait aussi des actions humanitaires. On fait des sorties, des visites aux enfants cancéreux aux hôpitaux. On est présent aussi du côté du développement professionnel. On fait des formations et d'autres événements tout au long de l'année. Tout au long de l'année, là, dans le cadre de cette campagne nationale, vous vous êtes impliqué. Donc, mardi dernier déjà, il y a eu toute une activité et des actions menées dans le sens de la prévention. Parlez-nous de cette action en particulier. Exactement. Le mardi passé, le 9 mai, on avait organisé une journée de sensibilisation sur la toxicomanie qui a eu lieu au niveau de notre faculté, la faculté de pharmacie. D'ailleurs, on remercie au passage le doyen de la faculté. On avait sensibilisé les étudiants. Vu que la majorité, tous les étudiants sont des étudiants du domaine médical, que ce soit des étudiants en médecine dentaire et en pharmacie. Donc, ils ont déjà des notions sur ce sujet. Donc, ils étaient super intéressés parce que c'est leur domaine et ils avaient aussi des informations concernant cette pathologie. Donc, voilà. Mais j'imagine que quand on est au courant de certains aspects, il nous manquera toujours d'autres aspects qui sont complétés par des vrais professionnels, notamment les enseignants qui vous encadrent, qui apportent leur éclairage, qui vous ont permis d'avoir les outils pour communiquer, n'est-ce pas? Exactement. La documentation qu'on fait généralement, la majorité de nos événements, la majorité de nos campagnes, il y a toujours nos enseignants, il y a toujours des professionnels de santé qui nous encadrent, qui nous dirigent vers les informations les plus fiables, en nous donnant les sites les plus fiables pour avoir des informations exactes et correctes. Très bien, vous en connaissez davantage, vous avez plus de notions sur l'addiction, j'imagine, depuis cette rencontre, n'est-ce pas? Durant la journée de sensibilisation, on avait parlé sur les causes de la toxicomanie et les facteurs qui peuvent influencer les jeunes surtout, vu que la catégorie qui est la plus touchée par la drogue, c'est généralement les jeunes entre 14 ans et 24 ans, parce qu'ils ne sont pas vraiment matures, ils ne savent pas exactement ce que c'est, ils ne savent pas les dangers et les effets néfastes que la drogue peut causer. Donc, par rapport à leur santé, par rapport à leur corps, leur lucidité. Et bien sûr, ça les affaiblit, ça les éloigne un petit peu de leur objectif. Et un des objectifs, je dirais, de Riders, du club Riders, c'est aussi de recadrer et d'offrir la possibilité de maintenir le cap sur des activités plus constructives et plus utiles pour l'individu. Oui, de manière générale, le club a été créé par des étudiants, pour des étudiants, afin de leur permettre de passer une journée stressante à l'université à un moment un peu plus détendu. Ça leur permet aussi d'avoir une communication avec d'autres personnes, pas seulement de connaître. Parfois, on vient à l'université, on ne connaît pas les personnes qui nous entourent. Ça leur permet d'avoir une communication avec autrui et surtout de faire une activité amusante. Certains le font par passion, d'autres par curiosité, ce qui leur permet de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles activités. Tout à fait. En tout cas, en parlant d'activité, donc tout récemment, vous aussi, vous vous êtes impliqué dans cet effort de sensibilisation par une action concrète. C'était jeudi dernier, il me semble. Jeudi l'avant-dernier et le lundi dernier. D'accord, donc il y a eu deux journées. Voilà, deux journées. Une au Sablette d'Alger et une au sein de l'université USTHB. C'était l'initiative du ministère de la Santé. Des médecins ont contacté le service sportif. On a posé des stands dans le Sablette d'Alger afin de donner des idées, parler avec des gens qui sont addicts et tout, et présenter l'activité sportive, qui est l'un des grands facteurs qui aide contre la lutte de... Voilà, vous avez été aussi approché par le ministère des Affaires religieuses, voilà, qui a participé à cette initiative au niveau des C'était l'idée originale, l'initiative, c'était du ministère des Affaires religieuses. Après, c'était de la ministère de Santé, ils nous ont contactés et on a fait l'événement.
Très bien. Donc, en général, vous agissez comment? Et donc, dans ces chapiteaux, qu'est-ce que vous avez fait? J'imagine que vous avez amené vos vélos, hein, non? Oui, bien sûr. Tous ces beaux accessoires que vous utilisez tous les jours. On a eu l'occasion de se déplacer entièrement. On a mis à disposition un stand où on a pu expliquer ce que c'est la consommation de drogue, ce qui est un sujet plutôt tabou de manière générale chez nous. On a permis aussi de leur donner une idée qu'il y a d'autres possibilités à explorer, qu'il y a aussi en général, c'est des personnes tristes qui ont un problème d'une manière ou d'une autre, qu'il y a aussi des possibilités juste en faisant du sport, à découvrir d'autres choses. On leur a permis d'essayer des vélos, des skateboards. On apprend aussi aux personnes qui n'ont pas la possibilité de connaître cette pratique, d'essayer d'apprendre à utiliser un vélo, ce qui est au quotidien peut être utile pour eux. C'est ce qu'on a pu faire. Au niveau de l'université, étant donné... Oui, vous avez vous-même goûté à ce plaisir au sein de l'université, parce que vous ne pratiquiez pas de roller auparavant, ou alors plutôt Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion. C'est le vélo. C'est le vélo. L'initiation, c'était par rapport au vélo. Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de faire une pratique comme ça. En ayant l'occasion de découvrir le club, j'ai pu apprendre à utiliser le vélo, maintenant le skateboard et prochainement le roller. C'est bien, c'est excellent. En tout cas, c'est ludique, mais c'est vrai que ça permet de s'évader. Les journées au niveau de l'université de technologie sont très longues. Stressantes, c'est vrai que même l'environnement, c'est du béton. Et l'activité qu'on fait dans le club, ça permet de soulager. Après une journée stressante, tu fais d'activités de vélo, tu rencontres des gens, tu fais de nouvelles connaissances, des communications, ça permet de soulager, dégager toute l'énergie négative que tu as pris pendant toute la journée. Il faut dire que dans le milieu estudiantin, il y a aussi la diffusion de toutes ces substances. Il y a beaucoup de consommateurs parmi les universitaires également. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un bon palliatif quand même, le sport. Oui, malheureusement les étudiants sont touchés majoritairement par ce fléau. Nous essayons à notre échelle de donner d'autres possibilités, d'autres suggestions aux étudiants. Le club, bien sûr, principalement est un club sportif, mais permet aussi aux personnes, aux membres, de cultiver d'autres qualités. Par exemple, l'infographie ou encore la communication de manière générale, et beaucoup d'autres. Oui, et ce qui donne une expérience unique à un étudiant qui, de manière générale, vient juste étudier, découvre une autre facette du monde. Et ça lui permet de faire autre chose, pas seulement du sport, mais aussi une communication avec des gens, des travaux qui permettent... Une véritable ouverture, continuer. Des travaux qui permettent d'organiser, l'organisation aussi, la communication avec les réseaux sociaux, l'infographie et d'autres aussi. Et c'est important pour un étudiant de découvrir tout cela. Important, oui. Vous avez prouvé cela aussi à travers une très belle activité, une initiative louable, un marathon organisé il y a quelques mois. Et ce marathon a permis de drainer énormément de jeunes autour de vos actions et a apporté du réconfort à certains malades. Oui, c'était par rapport au Octobre Rose. C'était lors du mois octobre. Nous avons organisé un marathon dans l'université. Il y avait la participation de beaucoup d'étudiantes et d'étudiants aussi parce que ça touche les hommes quand même. C'était une idée quand même qui était très intéressante parce que ça a permis à ces malades de se retrouver parmi des jeunes de leur âge. Même des gens qui ne sont pas malades aussi, ça permet de se cultiver, de connaître cette maladie et de prendre beaucoup plus d'informations. Tout en ayant du plaisir. En tout cas, le plaisir, j'imagine qu'il est au rendez-vous dans les différentes manifestations qu'organise la CEPA, donc l'association scientifique des étudiants en pharmacie. Donc voilà, quel est le plaisir que vous avez eu à communiquer par rapport à ce fléau, à cette lutte contre l'addiction ?
Vu qu'on est des étudiants en pharmacie et que c'est notre domaine, on avait décidé d'organiser cette journée de sensibilisation et justement au niveau de la faculté pour échanger des informations avec des étudiants qui font partie du même domaine que nous. Et aussi, comme j'avais déjà dit, il y avait nos enseignants qui nous ont encadrés, qui nous ont donné toutes les informations nécessaires pour cette journée. Mais pas que cela. Au fait, on avait organisé juste la journée au niveau de la faculté, mais pendant cette période, on organise une campagne de sensibilisation et de dépistage sur le diabète et l'HTA. D'ailleurs, on va clôturer la campagne de sensibilisation par un fort marathon pour inciter les gens à l'activité physique, pour montrer que ça ne veut pas dire que vous êtes diabétique ou vous avez des maladies chroniques, ça veut dire l'activité physique ou autre chose. Donc, pour parler justement de l'importance de l'activité physique. Oui, et ce sera quand ? Au fait, c'est bon, on a lancé la campagne de sensibilisation. Le fort marathon sera le 20, Inch'Allah, au niveau du stade 5 juillet. On aura aussi d'autres journées de sensibilisation qu'on a programmées, que ce soit dans des lieux publics ou d'autres lieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir tous les détails concernant la campagne. Voilà, sur la page ASEPA. ASEPA, S-A-S-E-P-A. Donc, merci pour cet éclairage et bon vent pour toutes ces belles initiatives. Donc voilà, il n'y a pas de jaloux. Les pharmaciens aussi se mettent à l'éducation physique en même temps que Riders, donc de l'USTHP. Donc, il n'y a pas que le vélo, enfin comment dire, ces outils, je veux dire, il n'y a pas que les roues pour servir un petit peu votre cause, parce que vous investissez aussi les terrains de sport qui existent au niveau de l'USTHP. Comme basketball, football. On fait des marathons aussi, peut-être des biathlons, triathlons, beaucoup de choses. Excellent. Donc voilà, la prochaine action qui vous attend en tant que club scientifique ou club culturel. Nous n'avons pas encore décidé quel prochain événement sera, mais au fur et à mesure, l'événement qui sera dans l'université. On espère trouver un truc qui pourra aider les étudiants à décompresser après la période d'examen qui va survenir bientôt. Donc, sûrement en suivant nos réseaux. Il faut que ça ait du sens et il faut que ça ait de l'impact. Oui, mais surtout un moyen de décompresser, parce que après toute une année d'études, surtout pour la période d'examen qui va venir, les étudiants vont avoir beaucoup de pression, vont avoir beaucoup de charges à eux. Donc, une manière de décompresser, une manière de voir qu'il y a une possibilité de passer un bon moment, même à l'université, nous donnera l'espoir de faire un événement très prochainement. Voilà, et j'ai envie de dire, de transmettre cette onde d'espoir et de positivité à travers justement le rappel du nom de votre club. Donc c'est le club Riders. Est-ce qu'il concerne seulement les étudiants de l'USTHP ou est-ce que les autres étudiants peuvent prendre part aux activités en fonction des lois de l'université, c'est uniquement pour les étudiants de l'USTHP. Mais nous permettons lors de nos événements d'ouvrir certaines portes à des personnes en dehors de l'université, surtout des passionnés de nos activités. Comme par exemple, l'année passée, nous avons fait un grand gala au niveau de l'université. Nous avons invité des professionnels et des amateurs de vélo qui nous ont permis de voir un show incroyable, des plus beaux, avec un DJ. Et nous avons fait profiter ce moment magnifique à tous les étudiants de l'université. Très bien, il y aura certainement une idée tout aussi belle qui se profilera au terme de cette année 2023. Donc merci infiniment. Donc Abdelkader Gamouda, ici présent, donc vous êtes Abdelkhalek, j'ai encore... voilà. Abdelkhalek Gamouda, ici présent, donc vous êtes le vice-président du club Riders. Yasmine Rezella vous a accompagné en qualité de secrétaire générale du club. Et ici même, donc Mélina Abdeslam, qui est membre de l'ASEPA, l'association
scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Vous aviez envie de dire un mot là? En fait, je suis la coordinatrice des relations externes de la CEPA. Au sein de la CEPA. En tout cas, là, vous représentez l'ensemble des membres de cette association qu'on salue bien bas pour toutes les belles initiatives. En tout cas, bon vent pour toutes les belles actions que vous entreprendrez à l'avenir. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Et puis, on est ravis aussi de vous servir jusqu'à 10h. Nous continuons de parler de cette lutte contre l'addiction à la drogue différemment dans un instant avec d'autres personnes qui vont suivre. Mais avant, voilà une chanson interprétée par Mohamed Mazouni. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce fil rouge, justement en vue de participer à cette campagne nationale de lutte contre l'addiction aux drogues. Donc aujourd'hui, nous avons eu le point de vue des médecins, des psychologues, le regard aussi des universitaires, leur participation, leurs solutions, leurs recommandations, celles aussi de la société civile. Il est le moment de retrouver aussi les membres de l'équipe qui prennent part à cet effort, en l'occurrence Yazid Ait Mahidine, ici présent,
mais aussi Jaudet Gessouma qui adaptera aussi sa rubrique en fonction de cette journée spéciale, justement, ô combien cruciale pour la société. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va, ça se passe bien. Très bien. Et Mariam qui n'a pas pu venir aujourd'hui, je pense qu'elle n'a pas pu adapter sa rubrique avec l'événement. Oui, elle aurait pu peut-être nous parler des dangers du cannabis. Absolument. Nous expliquer c'est quoi. Nous expliquer d'où ça vient, l'origine, etc. Cannabis indica, cannabis sativa, tous ces, Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des herbes qu'on aurait pu nous parler. Tout à fait. Quand on est calé dans les plantes. Voilà, ce sont des plantes qui ont l'air comme ça, voilà, pas très très toxiques, mais avec le temps, ça devient, voilà, ça devient sujet d'addiction, ça devient vraiment une dépendance. Et elle avait préparé pour le magramen, mais malheureusement, on ne peut pas adapter le magramen. Le magramen, on le laissera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc, Yazid, vous avez certainement des coups de cœur ou des coups de gueule. En fait, des coups de gueule. C'est vrai que ce fléau qui est la drogue, la toxicomanie, il y a eu une réponse forte par rapport à ce qui se passe, puisqu'il y a eu cette loi qui a été adoptée au mois d'avril dernier sur la prévention et la lutte contre la toxicomanie et les stupéfiants. Il y a eu même le classement de toute une panoplie de psychotropes, parce qu'avant, il n'y avait pas ce travail. Et puis la protection du pharmacien, parce qu'il y a eu beaucoup de pharmaciens qui ont été agressés, effectivement. Et puis il y a eu des fausses ordonnances aussi. Donc il y a tout cet aspect-là a été développé vraiment d'une manière assez élargie. Et puis la drogue, c'est un problème transfrontalier. Ils ont inondé, je pense l'année dernière, avec 1 600 000 psychotropes. C'est quelque chose de... Et donc pour faire face à ça, il y a une réponse. La répression, elle est de taille, donc il faut qu'il y ait une réponse appropriée à la hauteur de ce fléau. Et puis, je voulais parler un peu sur le terrain, comment ça doit se passer. Parce que, sur le plan, il y a une réponse digitale, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une mutualisation de tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, surtout les réseaux sociaux adaptés aux jeunes, Snapchat, TikTok, etc. Il faut qu'il y ait quand même ces grands influenceurs, youtubeurs, ils doivent participer à ce grand mouvement de lutte et de prévention contre la drogue et la toxicomanie. Et puis, sur le terrain, c'est-à-dire dans l'espace urbain, dans l'espace public, la réponse doit être aussi... il faut... En fait, il y a une connexion entre la famille, entre l'espace public, je pense la maison de jeunes, l'école, etc. Il faut qu'il y ait cette connexion pour trouver la réponse à ces jeunes, pour qu'il y ait des intermédiaires entre ces jeunes qui tombent dans ce fléau et ceux qui veulent les récupérer et les ramener au droit chemin. En fait, le travail, ça se passe dans l'espace public, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas cette voie qui peut ramener ce jeune vers le droit chemin. En revanche, il y a des voies dans le sens inverse. Il y a, et tout à l'heure, le docteur Amir Heraoui voulait justement dénoncer l'influence justement et l'impact de certains influenceurs sur cette jeunesse, ou certaines images véhiculées à travers les réseaux sociaux qui ont tendance justement à attirer ces jeunes vers la consommation et les pousser. Oui, ça relève du crime. Même pas, ce sont des images qui sont comme ça suggestives. Il ne faut pas que ça soit glamour. Il ne faut pas que ça soit glamour, il ne faut pas que ça soit héroïque, il ne faut pas que ça soit rjila, il ne faut pas que ça soit... Il faut que les gens comprennent que la drogue est un passage d'un état à un autre. Tout à fait. Et c'est souvent le passage d'un état à rien. C'est-à-dire que c'est au vide, voilà. Donc c'est très très important de revenir sur le. En fait, je voulais dire que la réponse digitale, la démarche digitale, c'est que mutualiser tous ces moyens qui sont TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, etc., et permettre aux youtubeurs, aux idoles,
aux people, enfin on a aussi des stars, des people qui doivent participer à amener, parce que ces jeunes ont besoin d'idoles, ont besoin d'images, à les ramener, à trouver en fait... le langage adéquat. Il faut vraiment établir une connexion à travers un langage qui leur parle. Ça sur le plan digital. Mais sur le terrain, في الحومة, في quartier, etc., l'intermédiaire n'y est pas. Mais celui qui peut ramener le jeune, parce que ce jeune-là, il cherche peut-être à être sauvé, à trouver une solution, mais il ne trouve personne. Ils sont là, on est là à le juger, à le mettre de côté, etc. et tout, à le marginaliser, mais les autres le récupèrent. Ils trouvent son microscope, ils trouvent son microclimat. Son microclimat, son profil, son... Voilà, il se retrouve dans ce ghetto et on ne peut pas le récupérer. Donc, en fait, le travail doit se faire donc en amont et sur le plan digital et dans l'espace public, avec la participation de l'école, de la famille, des associations, de l'institution religieuse de la mosquée, des associations sportives, des médias, des scouts, parce qu'avant il y avait les scouts. Avant on avait juste un garage de la GFLN, mais qui faisait son travail. La GFLN à l'époque, il y avait du chabi, il y avait de la musique, il y avait du sport, il y avait des choses. Il y avait des sorties, il y avait des initiatives citoyennes. Absolument. Mais là, je pense il faut qu'il y ait quand même un plan Marshall pour récupérer la jeunesse, parce que vraiment, 1 600 000 psychotropes, c'est grave, c'est quelque chose. C'est vrai que le problème est transfrontalier, et le problème vient aussi du voisin, donc... Et ce que je trouve plus grave, c'est l'introduction de plus en plus de drogues dures dans notre pays, parce que le cannabis ou les drogues douces existaient déjà depuis très longtemps, mais là, l'avènement de toutes ces drogues tellement néfastes. Et puis des points comme il m'a expliqué, il y a aussi les psychotropes qui sont des drogues de synthèse, parce qu'il y a même des petits laboratoires où ils arrivent à synthétiser des molécules. Et vraiment inquiétant. Tchoutchouna, par exemple, c'est la drogue du pauvre aujourd'hui, et c'est grave parce qu'elle est entre guillemets démocratisée à un point infernal, c'est-à-dire qu'on arrive à synthétiser des choses au niveau local de quartier justement et tout, et justement ça devient très accessible et c'est très 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 dangereux. Parce que là, on ne parle pas de paradis artificiel, on parle d'un État à un non-État. C'est-à-dire c'est le passage d'un État comme ça, de la réalité, vers un non-État. C'est-à-dire on est sur une dégradation et plus dure est la chute, parce que le réveil est encore plus dangereux, comme on dit en termes comme ça un peu vulgaires. La descente est très 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 difficile, parce que là on est sur la dépression, on est sur la schizophrénie, on est sur des hallucinations. On parle de Jean-Paul Sartre. À un certain moment, il prenait de la mescaline, c'était une drogue très usitée dans les milieux intellectuels un peu occidentaux. Et donc cette mescaline qui était issue d'un cactus, le mescal pour ne pas le citer, il voyait des homards. Il est sorti une fois vers Saint-Germain, il courait dans la rue en se croyant poursuivi par des homards. Donc c'est l'hallucination, c'est des épisodes psychotiques, c'est tout ça. J'ai connu un artiste qui avait pris 10 ans de cannabis, il commençait à perdre ses facultés. Le traumatisme est grave. Et c'est physique, c'est pas, c'est-à-dire il n'y a pas de miracle. Il perdait, c'est-à-dire les neurotransmetteurs qui transmettaient l'information, les neurones, il n'y a aucun neurone qui communiquait avec l'autre. Et c'est comme ça, il est mort d'une overdose d'eau. Tellement il était habitué à prendre, donc il y a ce phénomène tellement ça. J'ai vu une overdose une fois à Rome en 90, je vous jure que c'est pas beau à voir. J'imagine. C'est pas beau à voir. Il y avait un bonhomme qui est mort devant moi. Il était mort devant moi à Rome à 3h du matin. Et la réalité est autre. Mais aujourd'hui, ça se passe en Algérie. Il y a des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, qui sont victimes de ce gourou, de ce monstre qui est là, c'est grave. Absolument. Jawdet, qu'en est-il de la littérature dans Oui, voilà, donc cet univers
très particulier, vraiment effrayant, a été évoqué dans la littérature. On se drogue depuis 5000 ans. Hein. C'est-à-dire que si je parle par exemple de cet élément de drogue qui est le cannabis, qui est le hashish ensuite et tout, il a toujours fait l'objet de curiosité. Donc depuis 5000 ans, déjà on voyait ça chez des pharaons qui pensaient que c'était qui utilisaient le cannabis ou qui le fumaient ou qui le consommaient. Et il y a eu des traces, donc on a eu des traces depuis 5000 ans, ça existe. Et donc on a commencé à considérer l'ancêtre de la chicha. Justement, l'ancêtre du narguilé, de chicha, avec le cannabis qui était déjà cultivé dans les hauteurs de l'Himalaya. Et donc, pour les hindous, on le trouve il y a moins 5000 ans, sur un texte, 5000 ans avant Jésus-Christ, sur un texte du Rig Veda, ce qu'on appelle Rig Veda, qui est un texte sacré. Donc, on a commencé à en parler et à le considérer comme on le fumait, donc il y a moins de 3000 ans exactement. Mais à l'époque, c'était un danger aussi, je pense. On buvait du soma ou le bong, ce qu'on appelle le bong. D'ailleurs, il y a un élément que quand on fume du cannabis qui s'appelle le bong jusqu'à actuellement, qui ressemble un peu à ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, le Rig Veda au 5e siècle avant Jésus-Christ, on parlait comme une herbe de l'éternité, toutes ces choses-là, et on parlait pas des dangers déjà. On le considérait comme quelque chose, comme un effet euphorisant, calmant. Par rapport à l'alcool, les hindous ou les hindouistes préféraient le cannabis à l'alcool parce qu'ils disaient que l'alcool désinhibe trop et ne permet pas les liens sociaux, ce qu'on considérait comme assez spirituel, et on ne parlait pas encore de la dangerosité relative à cette drogue. Mais il y a des textes qui révèlent aussi que c'était grave. Même à l'époque, on les voit déjà dans l'image, il était squelettique, le pauvre, donc c'était vraiment, depuis longtemps, c'était quelque chose de très très grave. Même si c'était limité à une élite ou à une... voilà. Les écrivains au 19e siècle en ont fait une mode, avec Gérard de Nerval, même les artistes Jean Genet, Delacroix, Henri Matisse, Tennessee Williams, Jack Kerouac, Yves Saint-Laurent, les Rolling Stones. Les musiciens ont d'ailleurs, à un certain moment, Tanger était la capitale de tous les excès. C'est une ville un peu... Oui, le problème nous vient de nos voisins aussi. Qui a réuni tout ça, et c'était entre guillemets glamour d'aller à la recherche. Sauf que les écrivains, il y a eu le club des Hachachines, avec Baudelaire, Hugo, qui ont tous fini mal, Verlaine, et c'était quand même, ils ont défini quand même là la dangerosité, le côté mystérieux, a aussi révélé cette dangerosité. Parce que tous ceux qui ont écrit, comme Anthony Burks, Melvin Burks, Henri Michaud, Ryu Murakami, dans Bleu presque transparent, dans Ecstasy, Hunter S. Thompson qui a produit Las Vegas Parano, Hubert Selby Jr. qui a écrit Last Exit to Brooklyn, Bret Easton Ellis dans American Psycho. Ils parlent de ce côté tous, de cette curiosité, mais après, où le réveil est dur. Donc, toutes les expériences qu'ils ont citées sont des expériences de la dureté. Il y a aussi Dérive sur le Nil, avec Naguib Mahfouz qui en a parlé. Il a pris le prétexte du cannabis, du fumet, du hashish dans le Naguil avec Abdou, leur maître, leur serviteur qui va leur préparer tout ce rituel. Ils vont quand même en parler d'une manière assez dure. C'est ce qu'il y a de bien, paradoxalement, où ils ont déglamourisé. La plupart de ces écrivains que je viens de citer, et beaucoup d'autres, William S. Burroughs avec Junkie, Tom Wolfe avec Acid Test, Henri de Montfred, il y a aussi Colette qui va en parler comme d'une expérience très très difficile. D'ailleurs, elle va appeler ça le pur et l'impur. Robert Louis Stevenson va créer l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde. Donc, il va parler un peu de ce côté psychique, schizophrénie. Hanif Qureishi, La Lune en plein jour. Charles Baudelaire va parler du paradis artificiel, mais il va en parler d'une manière très 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 dure. Donc,
Carlos Castaneda avec l'herbe du diable, la petite fumée, tous ces gens-là, Aldous Huxley va en parler. Là aussi en Algérie, on va en parler, mais avec un peu plus de tabou. Je cite ça dans Série Les Yeux de Feu, comme je parle de trésor de tout le temps Kamé d'ailleurs, c'était un peu un jeu de mots. Il y a aussi Akram El Kabir qui va appeler ça au secours Morphée, qui va faire une petite analyse. Nihad El Alia, donc, dans son livre Minuit à Alger, va parler de toutes ces dérives. Mais on va peut-être y revenir encore. Voilà. Donc on a beaucoup de tabous encore sous nos cieux pour parler de cet univers. Des enjeux justement. De l'addiction. Mais en même temps, on voit la douleur, on voit la schizophrénie, le côté psychotique et c'est très Oui, absolument. Donc en tout cas, c'est dangereux, c'est pas. On espère en tout cas que cette émission permettra à ceux qui nous ont suivis justement de comprendre un petit peu les enjeux de la lutte contre l'addiction à la drogue. Donc on a essayé un petit peu de brasser large, de vous montrer différents regards, différents points de vue. Et le dernier, c'était celui de mes amis ici présents. Donc on dit basta en fait. Voilà. Oui, stop à la drogue. Effectivement, on aimerait le crier très fort aujourd'hui. Donc merci aussi à Jawdet Gessouma qui a adapté aussi sa rubrique littéraire et qui nous a permis de voir un petit peu un petit voyage à travers la littérature et qui relève justement de cet aspect en particulier de ce fléau combien néfaste pour la société. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. On vous souhaite une bonne journée et une bonne guérison pour tous ceux qui essayent de se débarrasser et justement de lutter contre cette addiction. Merci à tous et à très bientôt.